Je m'appelle Teresa Schmitz et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon enquête publiée chez Vrin sous le titre d'Opéra Jeune Public, qui résume une dizaine d'années d'expérience de chercheur et d'expérience de terrain en tant que professionnel de l'opéra jeune public et de l'opéra de manière générale, où j'ai essayé de saisir le monde de l'opéra jeune public à travers l'analyse de tous les discours des acteurs qui façonnent ce monde. Cela commence non par les discours des compositeurs, parce qu'ils ne sont pas à l'origine de la création le plus souvent, mais par les discours des commanditaires, des directeurs d'opéra, pour arriver jusqu'au discours des enfants. Il m'est tenu beaucoup à cœur justement de faire parler les enfants, parce que le genre d'opéra jeune public a été créé pour les enfants. Donc, comme il s'agit d'un genre réfléchi, imaginé par les adultes, il est primordial à un moment de demander l'avis des jeunes. L'opéra pour enfants est une production lyrique qui s'adresse à un public de jeunes, d'enfants, de 6 ans à 18 ans à peu près. Dans l'esprit du grand public, l'opéra pour enfants concerne les productions réalisées par les enfants eux-mêmes, majoritairement dans le cadre scolaire. Ils ont une réputation un peu mitigée, dès par la participation d'enfants en tant que chanteurs, parce que les écritures pour les enfants, quand ils sont interprètes, essayent de simplifier au maximum afin de permettre une expérience positive aux jeunes chanteurs. Ces œuvres existent depuis très longtemps dans l'histoire de la musique, dans l'histoire des opéras. Henri Purcell a créé notamment The Fairy Queen pour les voix d'enfants. Mozart a écrit pour voix d'enfants. Et beaucoup d'historiens de l'opéra ont essayé de faire une filiation directe entre ces œuvres avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'opéra contemporaine destiné à un public d'enfants. La différence pose dans le fait que depuis les années 80, on a créé toute une série de productions à destination d'un enfant comme spectateur, mais pas nécessairement d'enfants participants, chanteurs sur le plateau. C'est pour ça que j'appelle dans ma recherche l'opéra jeune public et moins opéra pour enfants, pour aussi éviter cette cantonisation dans le pédagogique, de laquelle les productions qui sont présentées par les maisons d'opéra en direction d'un jeune public souhaitent se différencier. Les maisons d'opéra ont commencé à créer pour le jeune public, grosso modo, à partir des années 80. Et de par leur obligation de produire des œuvres d'excellence artistique, ils ont très souvent fait appel à des compositeurs d'une réputation très affirmée du milieu de la musique contemporaine, aussi pour contrer ce problème de légitimité éventuelle. Il faut faire la différence dans la création de l'opéra jeune public. Si on souhaite créer des œuvres avec les enfants sur le plateau, si on s'adresse à des enfants issus des chœurs des maîtrises d'opéra, qui sont des enfants professionnels, entre guillemets, parce qu'ils ont une formation spécifique à chanter sur le plateau lyrique, ils sont intégrés dans les grandes productions, et une fois par an, habituellement, ils peuvent chanter des œuvres d'Isabella Boulker, des œuvres de Benjamin Britten ou de Kurt Weill. Mais mon corpus ne s'intéresse pas en priorité aux œuvres qui sont décrites pour les voix d'enfants. Car ce qui m'intéressait dans ce genre, et le corpus qui a été créé à partir des années 80, c'est la confrontation
d'un chanteur professionnel, de musicien professionnel, avec un public d'enfants, sans que les enfants participent, mais qu'ils soient simplement spectateurs dans la salle. La majorité des compositeurs avec lesquels je me suis entretenue pendant cette recherche-là, une bonne quinzaine, ont d'ailleurs souligné leur effort de ne pas adapter leur langage habituel au public enfantin. Toutefois, ils ont tous fait des ajustements en direction du jeune public, et ces ajustements partent d'une volonté et d'un sens de responsabilité, à savoir que cette rencontre entre l'art lyrique et le jeune spectateur, que souvent est une rencontre unique dans le pire des cas, mais en tout cas une première rencontre avec le genre lyrique, soit un souvenir positif dans le vécu de l'enfant. L'enfant visite souvent ses œuvres dans le cadre d'une sortie scolaire ou il est amené par sa famille. Quand c'est dans le cadre d'une sortie scolaire, l'opéra n'est pas forcément le genre qui est visité le plus par les écoles. Aussi, déjà, les écoles doivent être à proximité d'une maison d'opéra. Donc là où les compositeurs n'ont pas forcément un intérêt à la réception quand ils écrivent pour un public adulte, quand ils écrivent pour le jeune public, c'est vraiment leur priorité. Les ajustements musicaux de composition qu'ils opèrent sont assez simples. C'est la variété des styles historiques, c'est des styles d'origine de différentes musiques du monde. Ça peut aussi être des références au monde de l'enfant, des musiques qu'il imagine être connues des enfants. C'est l'utilisation d'expériences sonores exceptionnelles, comme des percussions un peu inhabituelles, la manière de jouer un peu excentrique d'un instrument, ou bien des oppositions de voix assez importantes entre des graves très profonds et des aigus très loin. Donc en fait, ils sont dans une volonté de présenter toute la possibilité de l'art lyrique et de la composition contemporaine. Si on part du principe que la sortie scolaire à l'opéra est une première rencontre et peut-être une rencontre unique dans la vie scolaire d'un enfant, l'exigence de la qualité est primordiale. Cette qualité ne concerne pas seulement l'écriture musicale, mais aussi la réalisation scénique de la pièce et la qualité du livret. Souvent, les commanditaires d'œuvres pour enfants ou aussi les compositeurs souhaitent attirer le public enfantin par des histoires connues, les contes de fées, les classiques de la littérature enfantine. Mais en réalité, cela rassure plutôt les parents qui les accompagnent ou les éducateurs qui choisissent la programmation scolaire. Les enfants, eux-mêmes, et on verra ça plus tard, n'ont pas besoin de retrouver sur le plateau de l'opéra les personnages qu'ils connaissent déjà. Les enfants, ils ont besoin d'être accueillis avec du respect, avec la qualité, avec le temps nécessaire pour prendre confiance avec le lieu, souvent impressionnant, des bâtiments, des architectures et des codes du spectacle. La sortie scolaire, que ce soit à l'opéra ou au théâtre ou au musée, est toujours un événement exceptionnel dans le quotidien scolaire de l'enfant. On ne va pas tous les jours à l'opéra, on ne va pas tous les jours fréquenter les musées. Donc ça reste un événement exceptionnel et ces événements-là ont un impact très fort sur le souvenir. J'ai voulu confronter dans mes enquêtes les discours des enfants aux discours des adultes parce que les compositeurs en priorité ont développé vraiment une réflexion profonde sur comment s'adresser aux jeunes enfants. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce qu'il en restait de cette conviction, de ces envies, de tout leur cœur et de toutes les stratégies aussi de séduction que les compositeurs ont essayé de mettre en place. Et j'ai donc demandé à plus de 600 enfants de me raconter leur sortie à l'opéra. J'ai volontairement parlé de sortie à l'opéra plutôt que de « dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la musique » pour justement pouvoir comprendre quels sont les éléments d'une visite à l'opéra
qui les ont marqués le plus. Les 3 points majeurs qui sont sortis des récits écrits des enfants sont l'histoire, le thème de l'opéra, les personnages, leur comportement, la manière dont ils sont représentés sur le plateau et enfin la musique, le fait de chanter. Sans s'étonner, c'est les 3 éléments qui constituent l'opéra. L'intrigue, les émotions, la mise en scène et la mise en musique. C'est assez intéressant que du moment qu'il y avait une cohérence parfaite entre l'histoire, la réalisation scénique et la musique, les enfants, et ça c'est assez typique pour eux, argumentaient au sein de l'histoire. Tel ou tel héros, il s'en est bien débrouillé à la fin, il a trouvé, si c'était un conte de fées, il a trouvé sa princesse, etc. C'était super, la musique allait bien avec et les décors étaient sublimes. Du moment que, d'un point de vue dramaturgique plutôt, il y avait un écart entre ce qui s'est passé sur le plateau et la manière, c'était par exemple costumé ou mise en musique, là ça heurtait et ça troublait la compréhension même de la pièce. Et à contrario de ce qu'on pourrait s'imaginer, les enfants n'ont pas a priori besoin de comprendre l'intégralité de ce qui est chanté. Du moment qu'ils arrivent à comprendre ce qui se passe, ça ne les perturbe pas. Et je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut proposer tous les styles musicaux aux enfants du moment que l'ensemble fait sens. J'ai envie de dire, s'il y a un moment romantique et le compositeur fait des lignes vocaux un peu choquants, ça heurte autant l'adulte que ça heurte l'enfant. L'adulte a compris qu'il exprime son mécontentement à la fin de la séance, là où les enfants vont réagir tout de suite. Oui, je dirais que cibler un public spécifique avec une programmation spécifique peut contribuer à la démocratisation de l'opéra, mais ça ne suffit pas. Il y a dans l'adresse à un public spécifique la volonté et l'intérêt vis-à-vis de ce public-là, de le prendre au sérieux. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin d'un cadre de représentation spécifique. Aujourd'hui, la diversification des publics ne se réduit pas exclusivement au jeune public et ça reflète la volonté de s'intéresser et d'attirer ces publics-là dans les maisons d'opéra. Mais démocratiser l'opéra, ça ne passe pas exclusivement par la programmation ou par une politique tarifaire, mais il est également important que le genre en lui-même s'ouvre à la société d'aujourd'hui, que la démocratisation ne se fait pas seulement dans une volonté d'éduquer ceux qui ne connaissent pas l'opéra au code de l'opéra, aux traditions existantes, mais de leur donner la possibilité de eux-mêmes contribuer à la continuité de ce genre. En sachant qu'au début, l'opéra, c'était l'œuvre de l'agora, c'était la participation, les sujets politiques d'actualité, c'était un événement social. Et ça fonctionne, ça devrait fonctionner encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et là, on revient à l'opéra participatif et à la mise en place, finalement, de la démocratie culturelle dans le secteur lyrique. Ça se fait beaucoup avec l'éducation nationale, mais là, encore une fois, ces événements participatifs, ces opéras-productions participatifs permettent à toucher non seulement le jeune public, mais aussi l'entourage. Mais ça vaut aussi le coup de considérer les adultes qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'opéra comme un jeune public.